le département des lettres et sciences pour le développement communautaire à l'université d'Espagne d'Afrique de Bujumbura. Dans ces expériences, bien entendu. Je rappelle aux auditeurs que vous nous suivez sur la 9.9 MHz dans la radio Notre-Dame de Tanganyika. Nous sommes en train de célébrer la journée internationale de l'écrivain africain. Et étant devant vous, nous nous permettons aussi de remercier d'emblée les personnes qui ont pensé à nous, qui nous ont invités. Dans notre thématique, nous allons essayer, nous allons nous évertuer à répondre justement à une seule question. Laquelle question porte sur le fait de savoir comment est-ce que l'écriture peut être vecteur de la paix et du développement dans nos communautés locales. Chers frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous sommes, et plus particulièrement dans les contextes de la République démocratique du Congo, nous faisons face souvent à des situations de crise, à des situations de conflits, à des situations de guerre qui font que nous, populations civiles, et même notre pays, que la République démocratique du Congo, n'arrive pas à se mouvoir, n'arrive pas à progresser du fait de toutes ces guerres. Étant écrivain, et au travers de cette thématique, je cherche tout d'abord à faire en sorte que nous soyons tous animés d'un esprit d'écriture, que nous soyons tous animés d'un esprit de documentation, d'un esprit critique, aussi bien en tant qu'écrivain qu'en tant que chercheur. Ce but ne pourra pas être atteint sans avoir certains moyens, certains mécanismes pour y arriver. Raison pour laquelle, en termes de moyens, nous préconisons qu'à travers l'écriture, nous, écrivains ou bureaux et écrivains d'ailleurs, nous chercheurs, nous puissions développer certaines valeurs qui sont propres à l'écrivain et aux chercheurs de manière générale. Et parmi ces valeurs, il y a l'objectivité. Les chercheurs que nous sommes, l'écrivain que nous sommes, nous devons développer un esprit objectif, aussi bien dans la manière d'être, mais également dans nos écrits, dans nos œuvres. Ça, c'est le premier moyen. Le second moyen que nous préconisons, c'est le soutien dont les écrivains, dont les chercheurs doivent bénéficier de la part des communautés locales. Bien sûr, pour y arriver, nous nous permettons déjà de développer ces deux points tels que je viens de les énumérer, selon que nous allons parler successivement de l'objectivité qui doit refléter un écrivain, de l'objectivité qui doit également refléter l'œuvre de l'écrivain. Ça, c'est le premier point. Le second point va s'articuler sur les soutiens que nos communautés locales doivent aussi apporter à l'écrivain. Sans plus tarder, permettez-moi déjà de développer les trois principes clés, les trois concepts fondamentaux qui composent notre thématique. Je rappelle que la thématique porte sur écrire pour la paix et le développement. Déjà, nous nous permettons de prendre les deux concepts, en l'occurrence la paix et le développement. Par la suite, nous allons développer ce que nous entendons par l'écriture. Écrire, c'est un verbe qui vient aussi du mot écriture. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que le développement? Et qu'est-ce que l'écriture? Ensuite, nous allons tirer les liens qu'il y a entre ces trois concepts, notamment l'écriture, le développement et la paix, leurs liens qui le rattachent beaucoup plus, et non pas les liens des séparations. Au premier plan, parlons de la paix. Chers amis, c'est quoi la paix? Nous sommes dans un terrain, nous sommes dans un coin, dans un territoire qui connaît suffisamment des conflits armés. Nous avons des communautés, en tant que chercheurs, nous nous permettons de le dire, nous avons des communautés qui sont en conflit, et non pas latent, en conflit vraiment, des conflits visibles. Maintenant, comment faire en sorte que nous, citoyens, Congolais, autres habitants, aussi bien de la ville d'Uvira et de ses environs, puissions vivre en paix, puissions vivre dans une situation de paix. De divers sens. La paix comporte diverses significations, diverses définitions.
certains auteurs, on essaie de définir les concepts de paix en se basant sur divers critères, également en portant l'attention sur la personne au regard notamment de son évolution depuis sa naissance jusqu'à un certain âge. Raison pour laquelle, pour certains chercheurs, la paix pour les nourrissons, c'est plutôt un sentiment de sécurité. Ce n'est pas seulement l'absence de guerres, la paix ce n'est pas seulement l'absence de conflits. Tout simplement parce que lorsque on est affamé, lorsque on est malade, on ne jouit pas de la paix. Ça c'est notre facteur et notre élément et notre concept que l'on développe. Lorsqu'on est malade, on n'est pas en paix parce qu'on souffre. Lorsqu'on a la famine, on n'est pas en paix parce qu'on a un besoin qu'on doit à tout prix satisfaire. Raison pour laquelle, au regard de tout ce que je viens de développer, j'estime qu'il est mieux que nous comprenions la paix en nous fondant sur deux facteurs importants. Les facteurs internes à la personne elle-même et des facteurs qui sont aussi internes mais qui dépendent de l'apport des autres. C'est ainsi que nous allons concevoir la paix comme étant une situation, un rapport de non-conflit, un rapport intrapersonnel et un rapport interpersonnel qui reflète une harmonie, qui reflète une sécurité, qui reflète l'aptitude de gérer des situations conflictuelles, mais en se basant sur des mécanismes pacifiques dans leur résolution, pourra lui permettre de ne pas songer à joindre ou à rejoindre certains groupes entre guillemets armés. On va essayer de faire des liens. Quand on a des infrastructures routières, quand on a des infrastructures de manière générale économique, cela permet la production, cela permet la croissance, cela permet le développement sur le plan économique. Cela permet également que la population mène une vie tellement paisible, une vie de non-soucis, une vie en tout cas qui ne peut pas permettre que cette même population puisse commencer à vivre dans une situation de conflit entre elles-mêmes. Mais également, les concepts de développement, sous l'aspect toujours économique, portent sur les facteurs sociaux. Les facteurs sociaux ici se rapportent toujours à l'environnement culturel, à l'environnement social, à l'environnement familial, à l'environnement ethnique, à l'environnement également communautaire. Lorsque déjà il y a un changement social, lorsqu'il y a un changement culturel, lorsqu'il y a un changement communautaire, et ce changement communautaire, ce changement culturel a aussi des liens avec la mentalité des personnes. Lorsque nous avons une société transformée, nous avons une société changée sur le plan de sa mentalité, facilement, nous pouvons espérer que cette population pourra développer, cette population pourra accroître sa manière de réfléchir, pourra accroître sa manière de concevoir des choses, mais également pourra concevoir des choses qui vont développer l'environnement dans lequel cette population est en train de vivre. La même définition du concept de développement également territorial, et j'en prends aussi démographique, nous pouvons essayer de voir et de remarquer que sous l'aspect territorial et démographique, combiné aux autres aspects, notamment techniques et social, les concepts de développement sous l'aspect économique, du point de vue économique, permettra à la population qui est en train de subir ce développement économique à avoir un certain niveau de réflexion, un certain niveau de mentalité. Ces niveaux, certes, pour les sociétés africaines, on dirait que ce sont des choses qui viennent de l'Europe, de l'Occident, mais ce niveau de réflexion permettra à la population qui a subi, qui a connu un développement sur le plan économique, en se basant sur l'aspect démographique et territorial, à ne pas mettre au monde des enfants sans
sans avenir, à ne pas mettre suffisamment au monde des enfants sans pour autant avoir des garanties que ces enfants grandiront un jour, à ne pas mettre au monde des enfants des rues, à ne pas mettre au monde des enfants que l'on va laisser partir par-ci par-là sans avoir de sécurité pour leur survie. Prendre comme étant une représentation de la parole et de la pensée au travers des signes graphiques, mais lesquels signes sont conventionnels. Nous nous permettons maintenant de faire les liens entre la paix, le développement et l'écriture. Ensuite, nous allons essayer de répondre à la question de savoir comment est-ce que l'écriture peut être vecteur de la paix et du développement, notamment dans les communautés locales. C'est à travers l'écriture que la plupart de nous savons déjà ce que le développement lui-même. C'est à travers l'écriture que nous connaissons ce que la paix. C'est à travers également l'écriture que nous pouvons comparer la paix à la guerre, la paix au conflit. Ce qui est développement et ce qui ne l'est pas. Raison pour laquelle, dans cette intervention, nous nous sommes permis, en répondant à la question de savoir comment est-ce que maintenant cette écriture peut être le véhicule, peut constituer un moyen permettant d'asseoir le développement et permettant également d'asseoir les climats de paix dans nos communautés locales. Et à cette question, nous nous sommes dit ceci. Lorsque l'écrivain développe sa pensée de façon objective, lorsque l'écrivain produit son œuvre de façon objective, cela permettra d'asseoir une paix et un développement dans nos communautés locales. Ça, c'est un. De deux, lorsque l'écrivain que nous sommes, nous arrivons à bénéficier d'un certain soutien de la part de ce même communauté auquel nos œuvres sont dédiées, facilement la paix et le développement peuvent avoir des sièges dans nos communautés locales, dans notre coin, dans notre ville d'Ouvira. Et à cette question, nous pouvons démontrer en disant que la plupart des écrivains ouvirois notamment, que nous avons déjà connus, en l'occurrence l'illustre Mahano, qui a écrit sur une thématique tellement importante, aussi sujet à scandale, sujet à débat, vis-à-vis des communautés auxquelles maintenant les messages étaient adressés. Nous pouvons dire que l'écrivain, de même que M. Mahano, je le prends pour exemple, en développant sa pensée, sans avoir des préjugements, sans avoir des opinions préconçues, sans avoir des positions préconçues, sans avoir des partis pris, en développant sa pensée, c'est lui qui va le lire, c'est lui qui va lire son œuvre, pourra facilement comprendre le message, l'essentiel de son ouvrage. C'est de la même manière que lorsque l'écrivain développe sa pensée de façon objective, lorsque l'écrivain nous-même, par exemple, et qu'il est en train de développer, d'écrire sur la tribu ou la coutume, les Gaoufouliou, il doit le faire de façon objective et non pas subjective. Lorsqu'il a déjà des penchants, lorsqu'il a des préjugements sur la tribu sur laquelle porte son étude, déjà la contribution en termes de résultats de son étude ne pourra pas avoir d'impact dans la communauté, ne pourra pas avoir d'impact dans la société. Le deuxième élément, c'est le soutien dont doit bénéficier l'écrivain. Les contextes de notre ville d'Ouvira, c'est un contexte qui des fois déçoit. Nous avons une ville qui a des potentiels, nous avons une ville qui a des génies, nous avons une ville qui a des intellectuels, mais nous n'arrivons pas à mettre à profit toutes ces potentialités. Nous n'arrivons pas à développer nos savoirs. La question pourquoi? À cette question, j'espère que nous allons y revenir et nous trouverons ensemble des réponses qui vont nous permettre de trouver aussi des solutions